Bonjour chers étudiants, nous nous retrouvons encore une fois pour traiter une autre partie du programme, de votre programme UCA2 et cette fois-ci avec les grands courants religieux de l'Europe. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le tissu normatif international européen et des États se met en marche pour reconnaître et garantir les droits de l'homme, parmi lesquels exactement la liberté religieuse. En effet, cette liberté religieuse trouve son fondement dans la laïcisation des sociétés. Le concept de laïcité, comme vous savez déjà en droit, est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Le mot laïcité désigne par extension le caractère des institutions publiques ou privées qui sont indépendantes du clergé et des églises. La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Toutefois, le principe de séparation de l'État et les religions peut trouver des applications différentes selon les différents pays. Dès 1945, avec la Charte des Nations Unies, la liberté de religion est proclamée en Europe. Cette liberté de pensée, de conscience et de religion telle qu'elle ressort de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies du 10 décembre 1948 prend toute sa dimension car elle est désormais inscrite dans un document juridique, le premier qui protège les droits de l'homme de façon universelle. Cet article postule que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique bien sûr la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en groupe, en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Cette liberté a également été reprise par la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui avait créé, mais qui bien sûr qui est signé par les 47 pays de l'Europe actuellement et qui est géré par le Conseil de l'Europe, et ceci dans son article 9. Cette liberté est une liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, n'est pas négociable par les pays signataires à ces conventions internationales. L'Union européenne, de sa part, à travers le traité de Maastricht qui a été signé en 1992, a reconnu implicitement la liberté du culte à l'article F, qui postule: l'Union respecte les droits internationaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Donc, ce qui veut dire que l'Union européenne aussi adhère à l'article 9, comme on a déjà vu, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne les libertés d'expression, les libertés de religion et la liberté de conscience. Par la suite, la Charte des droits fondamentaux de 2000 de l'Union européenne va l'officialiser. Enfin, par la suite aussi, le traité de Lisbonne de 2007 va reconnaître explicitement cette liberté de religion dans son article 6, en donnant une force juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne citée plus haut.
Reconnaître, garantir et faire respecter la liberté religieuse ne signifie pas pour autant que les politiques tant internationales qu'européennes ou nationales soient influencées par les religions. Donc le respect, oui, mais non la dominance. Nous passons maintenant à une autre euh, partie de ce cours, de ce module qui parle des minorités. Alors, les minorités, quelle est la situation des minorités en Europe et dans l'Union européenne et au sein de l'Union européenne en particulier? Le statut de nombreuses minorités qui coexistent en Europe au sein des nations n'a cessé d'évoluer. En effet, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 du Conseil de l'Europe, dans son article 14, intitule l'interdiction de discrimination. Ce qui veut dire que cet article dispose que la jouissance des droits de liberté et liberté reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions publiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Donc cet article n'exclut aucune catégorie sociale, quelle qu'elle soit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil de l'Europe a adopté deux instruments essentiels pour protéger les minorités en Europe. Le premier instrument étant la Charte européenne des langues nationales ou minoritaires du 5 novembre 1992, qui vise à la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent au fil des temps de disparaître, et qui contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe. Passons maintenant, chers étudiants, à un autre volet qui porte sur la migration. Alors, quels sont les instruments internationaux d'accueil des migrants? Et comment peut-on définir un migrant? Les migrants sont des personnes qui se déplacent du pays de leur résidence habituelle ou de leur pays d'origine dont ils ont la nationalité vers un autre pays. La protection juridique internationale dont bénéficient les migrants est directement liée au motif de leur déplacement et va conditionner une protection spéciale ou générale. C'est-à-dire que selon la nature de la migration, que le pays va protéger juridiquement ces migrants. Nous avons le cas où ce sont des migrants qui fuient leur pays pour échapper à la persécution ou au sens de l'article 1.1 de la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides de 1951 et la Convention de Genève qui a été ratifiée à ce jour par 145 États. Donc, ces migrants-là sont considérés comme des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Ils sont alors considérés comme on a dit, des migrants qui vont bénéficier d'une protection, des réfugiés, donc ils vont bénéficier d'une protection spéciale accrue. En revanche, s'ils quittent leur pays pour toute autre raison, comme les migrants par exemple, et pour des raisons économiques, alors ceux-là, ils sont considérés comme des migrants et à ce titre ne peuvent prétendre à cette protection spéciale, mais seulement à une protection générale en vertu du droit international des droits de l'homme. Par exemple, le principe de non-discrimination, qu'on a déjà vu. On peut classer les migrants en trois catégories différentes. Nous avons d'abord les migrants qui sont en situation régulière, c'est-à-dire ceux qui sont installés dans un autre pays que leur pays de résidence avec un titre de séjour ou un visa, etc. Deuxième catégorie sont les migrants sans papier, c'est-à-dire qui voyagent d'une manière inégale. Et nous avons les autres migrants qui nécessitent une protection, c'est-à-dire les réfugiés et les
asile, etc., ou les asiles, etc. En ce qui concerne le premier cas, c'est-à-dire les migrants en situation régulière, ce sont les personnes qui entrent dans un pays autre que celui de leur résidence ou leur pays d'origine habituel ou de leur nationalité aussi, après en avoir obtenu l'autorisation de la part du pays d'accueil, c'est-à-dire qui ont une carte de séjour ou un visa, etc. Le deuxième cas est celui des migrants sans papier, et ce sont ceux qui ne possèdent pas de titre de séjour qui va les autoriser à rester, à demeurer dans le pays de destination. Ils sont entrés soit illégalement, soit avec un visa d'entrée, mais qui est arrivé à expiration. Le troisième cas est celui des autres migrants qui nécessitent une protection. Bien sûr, dans cette catégorie, on fait entrer aussi une diversité de situations. Alors, il y a le cas où il y a des victimes de la traite, ou les enfants non accompagnés, ou les personnes apatrides, ou encore les demandeurs d'asile déboutés. Alors, bien sûr, la législation européenne euh, postule des textes ou des lois qui sont propres à chaque catégorie de migrants. Alors, selon la catégorie dans laquelle se situent les migrants, nous donnerons quelques exemples de droits et principes qui vont les protéger sur le territoire d'accueil d'un des États membres et qui fait partie aussi aux conventions et autres textes européens. Ces droits se résument comme suit. Droit à ce que le demandeur d'asile soit traité de façon équitable, objective et individuelle, c'est-à-dire que la demande d'asile va être traitée d'une façon équitable, sans discrimination et sans aucun a priori. Deuxièmement, droit à un logement décent, à la santé, à l'instruction et au travail, bien sûr pour éviter les risques de travail forcé et de maltraitance. Troisième droit, le respect des conditions de vie conformément à l'interdiction de traitement inhumain ou dégradant. Autre droit afférent aux migrants, le respect du principe de non-discrimination, tant directe qu'indirecte, aussi bien dans les procédures de recrutement pour un emploi que dans les conditions générales d'emploi. Donc, bien sûr, il faut que ce soit et que les conditions soient équitables aussi bien pour le migrant que pour l'originaire du pays. Un autre droit, c'est le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au regroupement familial également. Il existe une multitude d'instruments juridiques internationaux et européens qui portent sur les droits de l'homme et destinés à protéger également et en particulier les migrants, aussi bien à l'échelon mondial qu'à l'échelon international et à l'échelon européen. Et prenons comme exemple ce qui suit. Bien sûr, les instruments internationaux qui protègent les migrants, nous citons par exemple à l'échelon mondial, le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 1966. En sigle, c'est le PIDCP. Bien sûr, c'est pour la protection imminente de l'humain, là où il se trouve, et surtout sur le territoire européen et partout dans le monde, donc surtout contre le principe de discrimination. Et le deuxième pacte est le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux qui est entré en vigueur le 3 janvier 1976. En sigle, c'est le PIDESC. Donc également pour protéger les droits aussi bien économiques et sociaux du migrant
là où ils se trouvent. Parmi les instruments internationaux d'accueil des migrants, nous trouvons aussi à l'échelle internationale d'autres droits qui visent à protéger, d'autres textes qui visent à protéger le droit des migrants, notamment la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, appelée CIDTM, du 18 décembre 1990, qui est un texte de l'ONU, et également le protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, mer et air, additionnel, qui vient s'additionner à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Aussi bien à l'échelon européen également, beaucoup de textes aussi à caractère général et aussi des textes spécifiques qui sont des instruments internationaux d'accueil de migrants. On trouve, comme on a déjà parlé, de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui bien sûr insiste sur l'interdiction de discrimination, le droit de la propriété privée et tous les droits à l'instruction, le droit à la santé, etc. Donc, tous les droits qui sont inclus dans la Convention européenne des droits de l'homme sont protégés également par la Société des Nations Unies et par l'Union européenne également. Il y a aussi le comité social et économique qui est, comme on avait dit, un organe qui est associé à cette institution de l'Union européenne. Nous avons la Convention européenne qui est relative au statut juridique du travailleur migrant, donc très spécifique. Nous avons également la Charte des droits fondamentaux de 2000 de l'Union européenne. Et enfin, nous avons le traité communautaire d'Amsterdam de 1997. Le traité de Lisbonne également de 2007, dans son actuel article 3, paragraphe 2, mais également dans son article 67, paragraphe 2, par lequel l'Union européenne développe ce qu'on appelle une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. Donc, aussi une autre preuve de la légalité et des chances équitables des migrants, aussi bien face aux résidents. Il est à noter que cette politique commune de l'immigration développée par l'Union européenne vise en premier lieu à assurer à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans des États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains, et une lutte toujours renforcée contre celle-ci. Conformément à l'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel précise le contour des compétences de l'Union européenne en la matière. Et nous concluons enfin cette partie en disant que tous ces documents juridiques sont suivis, appuyés par des résolutions, des recommandations, des lignes directrices, etc. Sans oublier aussi l'éclairage et l'application dans le respect des textes apportés par les tribunaux internationaux, européens et nationaux. Et tout cela dans l'intérêt de la sauvegarde des droits des migrants sur le territoire de l'Union européenne. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.